Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, objectif, finir le cours du chapitre 22. On se fait un petit échauffement, le lancement. Je reviens sur ce qu'on a vu hier, donc description des états solides, liquides et gazeux à l'état au niveau microscopique. Connaître le changement d'état. Ici, attention, condensation, liquéfaction et condensation aussi ici pour les transitions, pour les changements d'état, transition de phase gaz solide et gaz liquide. Donc condensation, vous pouvez l'appliquer 2 fois. Le diagramme PT d'un corps pur à l'équilibre. Il n'y a pas de présence d'une atmosphère inerte. Donc savoir le décrire, donc à chaque fois les 3 domaines. Ici au niveau des courbes, on a coexistence de 2 phases, sauf au niveau du point triple, on a coexistence des 3 phases. Et si l'échelle ici des abscisses et des ordonnées, si les échelles le permettent, on voit apparaître le point critique au-delà duquel on a une phase, si on peut parfois la nommer de cette manière, qui correspond au fluide supercritique. Connaître les ordres de grandeur du point triple et du point critique pour l'eau, c'est pas une connaissance exigible, mais ça peut être bien pour l'oral. Interpréter l'expérience du pain de glace. Savoir qu'un système diphasé à l'équilibre va être caractérisé par les titres massiques ou molaires, des phases liquides, vapeur. Savoir que le titre massique est égal à un titre molaire. Et savoir qu'un état d'équilibre d'un corps pur diphasé peut être caractérisé par 3 données. La température T, qui revient à donner la pression P, grâce au diagramme PT, grâce au diagramme de phase, la donnée de la masse ou de la quantité de matière, on peut passer de l'une à l'autre par la relation n est égal à petit m sur grand M, ou bien la donnée d'un titre massique ou molaire d'une des deux phases, et on va retrouver le titre massique ou molaire de l'autre phase, parce que la somme des titres massiques des deux phases va être égale à 1. Donc connaître la définition de la pression de vapeur saturante, c'est la pression pour laquelle la vapeur est saturée. Et donc, c'est la pression pour laquelle on a un équilibre liquide-gaz à une température donnée. Savoir que cette pression augmente quand la température augmente. Donc, savoir positionner les domaines liquide-gaz et les retrouver physiquement. Dans cette séance, dans cette vidéo, on va expliciter les diagrammes de Clapeyron et on va voir que l'intérêt majeur d'un diagramme de Clapeyron, c'est de permettre de donner la proportion euh, des phases liquides et gazeuses, c'est-à-dire quelle est la part, quelle est la proportion du fluide qui est sous forme liquide, quelle est la proportion du fluide qui est sous forme gazeuse. Ce que ne permet pas un diagramme de phase PT. Donc on va voir ceci, ça on va le quantifier à l'aide d'une formule qui s'appelle le théorème des moments. Alors l'appellation, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un théorème des moments et ça n'a rien à voir avec un moment en mécanique a priori. Donc ça s'appelle le théorème des moments. On va voir ça et ensuite on va passer à l'étude non pas juste d'un corps pur, mais à l'étude d'un corps pur placé dans une atmosphère inerte, ce qui correspond au changement d'état dans la vie de tous les jours, où il y a toujours un changement d'état, mais en présence d'air de l'atmosphère. Et on fera un détour par l'étude du stockage des fluides. Et on verra que le diagramme de Clapeyron peut nous donner des informations relatives au stockage des fluides. Allons-y. Donc, diagramme de Clapeyron permet d'étudier l'équilibre liquide-gazeux avec, avec donc P en ordonnée, V en abscisse, et comme on l'a vu hier, ce qu'on va faire, on va mettre non pas le volume de l'échantillon, mais on va mettre son volume massique. Donc c'est le volume divisé par le volume occupé par l'échantillon, divisé par la masse de cet échantillon. On fait varier le volume et on maintient fixe la température. Donc l'expérience se fait dans un milieu qui est thermostaté. Et ce qu'on observe, ce sont des isothermes qu'on appelle les isothermes d'Andrews. Donc un diagramme de Clapeyron se lit de la manière suivante. On va se déplacer
le long d'une isotherme. Et on voit qu'il y a trois grandes classes d'isothermes. Il y a des isothermes dont la température est inférieure à la température critique. Ok, ici on voit qu'on a la température critique. Donc la valeur de la température n'apparaît pas, hein, puisqu'on a les deux coordonnées P et ici le volume massique, mais on a la valeur particulière de l'isotherme pour laquelle on a une isotherme critique. Et ici, si la température est supérieure à la température critique, alors on va avoir une autre classe, un autre ensemble d'isothermes. Donc je vais décrire ce qui se passe pour chacune de ces trois classes d'isothermes. Si la température est inférieure à la température critique et qu'on comprime l'échantillon. Alors si le volume est suffisamment grand, l'échantillon est sous forme gazeuse. Donc si on comprime cet échantillon, eh bien à partir d'un certain volume, qui correspond également à un certain volume massique, on va voir apparaître la première goutte de liquide. Et quand on est au point B, donc ça c'est un point quasi théorique, lorsqu'on est au point B, l'échantillon est sous la forme de ce qu'on appelle la vapeur saturante seule. C'est-à-dire que on considère que tout l'échantillon est sous forme de vapeur et qu'on a une quantité infinitésimale de liquide. Donc au point B, on a la première goutte de liquide qui apparaît et on considère que le volume de cette goutte est infinitésimal. Donc puisque au point B, on a la première goutte de liquide qui apparaît, cette courbe-là, donc la partie de cette courbe-là, que je représente qui est en gris ici, que je surligne, cette courbe-là, alors, donc cette courbe-là, qui correspond à l'ensemble des points B possibles, qu'on obtient en faisant varier la température des isothermes. Donc cette courbe-là, on appelle ça la courbe de Rosé, parce que ça correspond à l'apparition de la première goutte de liquide. On se déplace toujours le long d'une isotherme. Si on continue à comprimer, ben, là, on arrive dans un équilibre pour un corps pur qui est diphasé, c'est-à-dire on va voir les deux phases liquide en bas et gazeuse au-dessus. Donc on se déplace le long de cette courbe-là, et si on continue de comprimer notre corps pur diphasé, eh bien on arrive au point A, et lorsqu'on est au point A, on a uniquement du gaz. Alors, on peut le décrire de manière théorique, cet état au point A. Donc, on a uniquement du gaz et en plus du gaz, donc on n'a pas en fait uniquement le gaz, visuellement on a uniquement le gaz et on a en plus une quantité infinitésimale de liquide. Donc, le point A, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on est au point A, on considère que la cellule qu'on étudie est constituée de liquide saturant seul. Alors comment est-ce qu'on peut dénommer la partie gauche de cette courbe-là? Ben, ça s'interprète mieux si on part pour un volume inférieur à ce volume-là, VL. Donc vous imaginez, on part de ce volume-là, offert à l'échantillon, et on va détendre maintenant. Donc on va augmenter ce volume-là. Donc on se déplace ici vers la droite, tout en se déplaçant vers l'isotherme. Et dès qu'on arrive ici, eh bien, on va avoir la première bulle de gaz qui apparaît. Pour cette raison-là, la partie gauche de la courbe, donc cette-ci là, cette partie gauche de la courbe grisée, on appelle ça la courbe d'ébullition, parce que c'est constitué par l'ensemble des points A pour lesquels on va voir la première bulle de gaz apparaître. Donc toute cette courbe-là, l'ensemble de cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle la courbe de saturation. Donc ça, c'est l'ensemble de la courbe ici grisée, avec comme partie gauche de cette courbe de saturation la courbe d'ébullition, et comme partie droite de cette courbe de saturation la courbe de Rosé. Maintenant, deuxième classe d'isothermes, c'est les isothermes pour lesquels la température est supérieure à la température critique.
Lorsque la température est supérieure à la température critique, là, on n'a plus de changement d'état et pour une température supérieure à à cette température-là, on est dans le domaine du fluide supercritique et on va avoir une allure de type ici, de type, hyperbolique. Si la température est égale à la température critique, eh bien là, on a une isotherme, on a une seule isotherme de transition qui fait la transition avec une température pour lesquelles on peut avoir des changements d'état et des températures pour lesquelles on a le fluide supercritique. Alors, je t'écris ceci. Si la température est inférieure à la température critique, on observe l'existence d'un palier qui est noté ici AB, qui correspond bien sûr à l'existence simultanée du liquide et du gaz. Donc on a le corps pur diphasé. L'ordonnée de ce palier, c'est la pression de vapeur saturante, et c'est cette même pression de vapeur saturante qui est présente sur un diagramme de phase PT. Pour la zone qui correspond à la vapeur, donc c'est cette partie-là, ok, la partie droite. Donc on est dans le domaine gazeux et on a une allure de type hyperbolique. Et ce comportement hyperbolique, on peut l'interpréter de manière simplifiée, voire de manière simpliste, en utilisant l'équation d'état des gaz parfaits, qui est donc P est égal à nRT sur V. Ici, N est une constante, T est une constante parce qu'on travaille sur une isotherme. Par conséquent, vous voyez que P s'exprime de la forme constante sur V, qui est bien une expression d'hyperbole. En revanche, de manière rigoureuse, ici, on n'a pas une hyperbole. C'est pour ça que j'ai mis de type en italique, de type hyperbolique. Mais on n'a pas rigoureusement une hyperbole. L'hyperbole, c'est pour un gaz parfait. Et on a vu de toute manière avec le gaz SF6 que ces gaz-là ne se comportaient pas de manière ne se comportaient pas comme un gaz parfait. Néanmoins, le gaz parfait, c'est ça l'intérêt des modèles, c'est que ça permet d'interpréter avec les mains et de manière même grossière, ça permet quand même d'interpréter ce qui se passe. Dans la zone du liquide, ce qui est intéressant, c'est de voir que la pente ici, en valeur absolue, elle est très importante. Donc ici, on a une pente négative, mais dont la valeur absolue est très importante. Comment interpréter ceci? Le fait que la pente soit très importante signifie que lorsqu'on fait varier très peu le volume, lorsqu'on comprime encore un tout petit peu notre échantillon, notre liquide, on va avoir une forte augmentation de la pression. Et ça, c'est cohérent avec le fait que une phase liquide est une phase condensée. Et lorsqu'on cherche à comprimer le liquide, eh bien, il faut une augmentation de pression très importante pour provoquer une faible variation de volume. Autrement dit, une très faible réduction de volume provoque une forte augmentation de pression. Donc vous voyez, on est capable d'interpréter simplement ici l'allure de cette partie-là de la courbe et l'allure de cette partie-là, donc dans les domaines liquides et gazeux. Deuxième isotherme possible, si la température est égale à la température critique, donc on a en quelque sorte une isotherme de transition pour laquelle on pourrait dire de manière théorique que le palier se réduit à un seul point qui est le point critique, le point C. Si la température est supérieure à la température critique, eh bien dans ce cas-là, on bascule dans le cas d'un fluide supercritique et pour lequel il n'y a plus de changement d'état possible, ce qui se traduit par l'absence visuellement de palier. Alors ça, c'est du vocabulaire. L'ensemble des points A et B aux extrémités du palier, ça forme la courbe de saturation qui est en forme de cloche, donc qui délimite le domaine d'existence simultanée des phases liquides et gazeuses. Donc qui est le domaine ici L plus G. Sous la courbe, on a à la fois du liquide et du gaz. La partie gauche de la courbe s'appelle la courbe d'ébullition. Ça correspond à l'ensemble des points où apparaît la première bulle quand on va augmenter le volume massique et qu'on provient de la partie liquide. La partie qui est située à droite de C, donc la partie de la courbe de saturation qui est située à droite du point C, c'est ce qu'on appelle la courbe de Rosé. Ça correspond à l'ensemble des points où la première goutte de liquide va apparaître, et ça c'est quand on diminue
le volume massique, donc on est du domaine, on part du domaine du gaz, qu'on diminue ce volume-là. Et donc ça marque la limite entre la zone de vapeur et celle du mélange liquide-vapeur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se placer sur le palier et l'objectif que l'on se donne, c'est d'être en mesure de donner pour un volume de l'échantillon donné, pour lequel on va avoir coexistence des phases liquide et vapeur, et bien pour un volume de l'échantillon donné, qui correspond également à un volume massique, il suffit de faire le volume d'échantillon divisé par la masse de l'échantillon, qui est une constante. Eh bien, ce qu'on veut, c'est pour un volume de l'échantillon donné, qui correspond à un volume massique de l'échantillon, c'est déterminer les proportions des phases liquide et vapeur. La formule à laquelle on va aboutir s'appelle le théorème des moments. Ok, donc maintenant ce qu'il faut, c'est bien poser le problème et éventuellement introduire des notations. Donc on considère à la température T et à une pression qui correspond à la pression de vapeur saturante, ça c'est cohérent parce qu'on a le corps pur diphasé, donc à l'équilibre, et la pression qu'on a alors, c'est la pression de vapeur saturante. On considère un échantillon de masse M, de corps pur, là on n'a pas d'atmosphère inerte, contenant donc du liquide et du gaz. Ce système, il est représenté sur le diagramme de Clapeyron par un point M du palier. Donc déjà visuellement, tout ce que j'ai dit, ça correspond à ce point M. L'abscisse de M, c'est le volume massique, petit v, de l'échantillon. On a vu dans la partie 1.3 que si on voulait caractériser l'état d'équilibre du système, il fallait avoir sa masse ou sa quantité de matière, la pression de vapeur saturante ou la température, et il nous manque une troisième chose, et c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est la détermination d'un titre massique ou molaire d'une phase liquide ou gazeuse. On va voir que la position du point M sur le palier de liquéfaction AB donne ce renseignement. Alors cette question-là, elle est pas très évidente. Donc la consigne est la suivante. Je vous demande de schématiser une enceinte de volume V qui va contenir la masse M de l'échantillon, diphasée, donc avec les phases liquides et gazeuses, de masse respective ML, Mg, donc Ml pour M liquide, Mg pour la masse du gaz, et de volumes respectifs VL et Vg. Ensuite, il faut établir l'expression du volume massique V de l'échantillon, petit v d'échantillon, en fonction de VL, Vg, et des titres des phases liquides et gazeuses, notés respectivement XL et XG. Vous voyez qu'à ce titre-là, je ne parle plus de titres massiques ou molaires, parce qu'on a montré que ces titres-là étaient égaux. C'est l'objet de la note numéro 8. Là, vous mettez la vidéo sur pause et vous cherchez environ 5 minutes. Alors, l'établissement du théorème des moments, mathématiquement, n'est pas compliqué du tout. C'est mathématiquement très simple. La difficulté, c'est de bien comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il y a derrière chacune des grandeurs. Et notamment, il faut essayer de visualiser le dispositif. Donc je commence par une phase d'appropriation et par essayer de bien comprendre, par essayer de bien vous expliquer ce qu'il y a derrière chacune des grandeurs. Donc ce qu'on a, vous imaginez que ce qu'on a, c'est, on a en face de nous une cellule qui contient l'échantillon avec une certaine quantité, donc un certain volume qui a une certaine masse de liquide et un certain volume de la phase gazeuse qui est associé à une certaine masse de la phase gazeuse. Cette cellule-là, c'est la même cellule que celle que vous aviez vue sur une vidéo qu'on avait vue sur YouTube de l'étude expérimentale du gaz SF6. Donc c'est la même chose que j'extrais, que je représente ici. Je vais avoir besoin aussi de la valeur de Vg, donc du volume massique de la phase gazeuse et du volume massique de la phase liquide. Ces valeurs-là, de Vg et de Vl, je peux les lire sur le graphique, sur le diagramme de Clapeyron, à ces endroits-là. Donc ici, j'aurai la valeur numérique, hein, je pourrais lire la valeur numérique de Vl, et ici, on pourra extraire la valeur numérique de Vg. Ça, c'est un premier point important pour la résolution des exercices.
Comment est-ce qu'on peut déterminer expérimentalement, ces volumes-là, Vg et ces volumes massiques-là, Vg et Vl? Quand on est au point A, expérimentalement, ce qu'on va observer, c'est le point pour lequel on a la vapeur saturante seule. C'est-à-dire qu'on va avoir expérimentalement, ce qu'on va avoir, c'est on va avoir, heu, visuellement que de la vapeur et on va avoir une quantité infinitésimale de liquide. Donc on est au cas où on a de la vapeur saturante en équilibre avec une toute petite quantité, qui est pas forcément, visible à l'œil nu, de liquide. Ça, il faut bien le distinguer. Il faut que je sois clair sur ça pour que ce soit clair dans votre esprit. Il faut le distinguer de ce qu'on appelle la vapeur sèche. Quand on a de la vapeur sèche, ben on a un certain volume qui est quelconque et qui est, aussi grand que possible. On a un certain volume dans lequel la vapeur va occuper tout le volume possible. Alors que lorsqu'on parle de vapeur saturante, on va avoir un liquide entre la vapeur et on va avoir un équilibre, excusez-moi, je reprends ma phrase. Lorsqu'on parle de vapeur saturante, on va avoir un équilibre entre la vapeur et le liquide. Donc ici, pour le point A, on est à la limite de l'équilibre entre vapeur et liquide. Donc vapeur saturante seule, je redis ce que c'est de la vapeur et une quantité infinitésimale de liquide. De manière symétrique, ici, ce que j'ai représenté ici, on va avoir le liquide saturant seul, c'est-à-dire que on va avoir le liquide saturant et une quantité infinitésimale. C'est comme si on avait, une seule bulle, en quelque sorte, de gaz. Ces situations-là nous permettent d'accéder au volume massique Vg et Vl, parce que le volume Va ici on peut le mesurer, et le volume Vb aussi on peut le mesurer, c'est le volume ici des cellules. Il faut faire attention à la chose suivante. Vg ici a a pour formule, de manière générale, le volume du gaz divisé par la masse du gaz, et c'est égal au volume du liquide divisé par la masse du liquide. Vous ne pouvez pas dire, de manière générale, que Vg est égal à V sur M. Vous ne pouvez pas dire ici que Vl est égal à V sur M. Vous pouvez ne pas dire non plus que Vg, c'est égal au volume du gaz divisé par la masse de l'échantillon. C'est forcément la masse du gaz et c'est forcément la masse du liquide. Donc faites attention à cet écueil-là. Euh, le but, c'est d'exprimer petit v en fonction des autres données. Un autre écueil possible, faites attention, ici, petit v, c'est pas égal au volume du gaz plus le volume massique du liquide. Il faut faire très attention à ça. C'est comme si je vous demande quelle est la masse volumique de l'échantillon et que vous me dites bah, la masse volumique de l'échantillon, c'est la masse volumique du liquide plus la masse volumique du gaz. Vous voyez bien que ça c'est pas cohérent. Donc on part de ce qu'on sait et on développe. Une remarque, encore j'insiste sur ce point-là, qui est le point délicat de la démonstration. Vous voyez ici, Vg va avoir deux expressions différentes. Néanmoins, Vg est différent de Va, M ici est différent de Mg, mais ces rapports-là sont les mêmes. C'est comme si vous calculez la masse volumique de l'eau, donc ρ est égal à M sur V, avec deux masses différentes et deux volumes différents. À chaque fois, vous aurez des échantillons différents, de masse et de volumes différents. Néanmoins, le rapport M sur V pour les deux échantillons donnera la même chose. Bah ici, pour les volumes massiques de gaz et de liquide, ça va être la même chose. Ok, maintenant que j'ai dit tout ça, c'était le plus délicat, bah maintenant il y a juste à dérouler les calculs. Le volume, ici, de l'échantillon, du corpure diphasé, bah bien sûr c'est le volume du gaz, plus le volume du liquide, le volume de la phase gazeuse, plus le volume de la phase liquide. Le volume, je vais le remplacer par le volume massique de l'échantillon fois M, là j'exploite cette relation-là, et en exploitant ces relations que j'ai déjà décrites, je vais trouver ceci. Puisque moi, ce que je vais avoir c'est petit v, eh bien, toute cette égalité, je vais la diviser par la masse de l'échantillon. Je vais avoir ceci, et là, bien sûr, je vois apparaître le titre de la phase gazeuse, et ici, je vois apparaître le titre de la phase liquide. Par conséquent,
je réponds à la question en ayant ceci, cette relation-là. Question suivante, établir l'expression du titre de la phase gazeuse, puis du titre de la phase liquide en fonction du volume massique de l'échantillon, du volume de la phase liquide et du volume de la phase et du volume massique pardon, de la phase gazeuse. Vous mettez la vidéo sur pause et vous cherchez quelques minutes. Comment faire pour déterminer le titre de la phase gazeuse? Eh ben pour ça, la clé pardon, c'est d'utiliser le fait que la somme des titres de la phase gazeuse et de la phase liquide va être égale à 1. Par conséquent, dans l'expression précédente, on va remplacer xl par 1 moins xg, donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc on développe, je mets xg en facteur, et ensuite je mets en forme, j'isole xg, et je vais trouver cette expression-là. Donc vous voyez que je vais pouvoir accéder à la proportion en quelque sorte en phase gazeuse. Si j'ai V et puis VL et VG, on pourra les lire numériquement sur le diagramme de Clapeyron. Pour avoir XL, ben là on a fait le plus dur, j'utilise le fait que XL c'est 1 moins XG. Ensuite je développe les calculs en mettant sous un même dénominateur, je mets en forme, j'opère des simplifications et j'obtiens ceci. Donc j'ai bien répondu à la question, à l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de déterminer les titres des phases gazeuses et des phases liquides connaissant le volume massique de l'échantillon. On peut donner une autre expression, une autre formulation de XG et XL en utilisant des points, donc les points géométriques, donner ces expressions en fonction des points A, M et B, tels que définis sur le diagramme de Clapeyron. Donc souvent on les présente comme ceci parce que c'est plus simple à apprendre, c'est plus mnémotechnique. Donc XG c'est AM sur AB et XL c'est BM sur AB. Donc je vais expliquer par exemple XG, on a vu que XG au numérateur il y a V moins VL. Eh bien, V moins VL, ça correspond à cette distance-là, MA ou AM. Et au dénominateur, on a VL moins VG qui correspond au segment ici AB. Donc à connaître la démonstration, ça peut tomber au concours dans l'exercice 1 du TD qui donnait un exercice tiré de centrale. Euh, on vous demande de refaire cette démonstration. Au passage, excusez-moi, l'interprétation de XG, donc XG c'est AM sur AB, ben, on arrive à interpréter la cohérence de ce qu'on a au numérateur, parce que d'après cette formule-là, plus AM est important, et plus on va avoir une proportion de phase gazeuse importante. Est-ce que ceci est cohérent? Donc je reviens là-dessus. Donc la formule me dit que plus AM est important, et plus la proportion de la phase gazeuse va être importante. Ben, ça c'est bien cohérent. Parce que plus AM est important, donc plus le point M est vers la droite, et plus le point M est vers la droite, et plus on se rapproche de l'état gazeux seul. Donc ça, c'est bien cohérent. Et bien sûr, c'est un raisonnement symétrique pour, euh, pour la proportion de phase liquide, pour XL. Ça, je le redis pas. Ça, c'est juste pour vous, pour que lors d'une lecture rapide, vous ayez cet encadré qui vous permette d'extraire les points importants. Donc, à connaître le théorème de moment, l'expression de XG, l'expression de XL. Il me semble que l'apprentissage de cette relation avec les points ici est plus simple, mais bien sûr, vous devez savoir que A est à gauche, B est à droite, mais ça, c'est assez intuitif. On remarque, on vérifie bien sur ces formules que la somme de xg plus xl va être égale à 1. Alors on fait un détour par la problématique du stockage des fluides, ça c'est un élément culturel qui est à votre programme.
Donc pour diminuer leur encombrement, bien sûr, les fluides sont stockés dans une bouteille et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une certaine, évaporation jusqu'à ce que la pression de la vapeur, du gaz, corresponde à la pression de vapeur saturante qu'on peut lire sur un diagramme de phase. Le fait de faire ça, ben, l'intérêt, c'est d'avoir une grande proportion de liquide pour compacter au maximum le volume et donc de stocker une masse, plus grande dans un volume, le plus petit possible. Il peut y avoir un problème de sécurité qui peut se poser si se produit un échauffement, donc non souhaité, accidentel de la bouteille. Alors j'ai visualisé, j'ai, représenté sont représentés sur ce diagramme de Clapeyron 2 augmentations possibles en fonction du volume massique de l'échantillon. Donc il y a un premier volume massique, qui est le volume massique ici correspondant au point A, et ce volume massique est inférieur au volume critique ici, donc qui est le volume massique associé au point critique. Et deuxième volume massique envisagé, c'est le volume massique ici du point B, qui est supérieur au volume massique critique. Eh bien, vous voyez que dans ce premier cas-là, pour le volume massique A, si on a une augmentation de température de T1 à T2, eh bien, cet isotherme-là va rejoindre l'isotherme ici T2. Et le volume massique de l'échantillon, lui, ne varie pas parce que le volume de la bouteille est fixe et bien sûr la masse de l'échantillon ne varie pas non plus. Et bien par conséquent, vous voyez que en passant de ce point-là à ce point-là, on va avoir une augmentation de pression beaucoup plus importante que si on passe de ce point-là à ce point-là. Et bien sûr, ce qui est souhaitable, c'est que l'augmentation de pression soit la plus faible possible, parce que sinon on a un risque d'explosion. Par conséquent, eh bien, que retenir de l'exploitation de ce diagramme de Clapeyron? C'est qu'il est, ce que j'ai noté ici en gras, il est préférable de stocker le mélange avec une proportion initiale de vapeur suffisamment grande, de manière à être ici sur la partie droite du segment V indice C, de manière à ce qu'on ait le volume massique de l'échantillon, initialement, qui soit supérieur au volume massique du point critique. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué ici, mais je reviens pas sur l'explication, je ne la relis pas. Alors, dernière partie, très importante, c'est l'étude de l'équilibre liquide-gaz et maintenant, notre corps pur est en présence d'une atmosphère inerte. Autrement dit, le système qu'on va étudier, c'est un mélange. On a le corps pur qui nous intéresse, mais ce corps pur, il évolue dans une atmosphère, qui est souvent dans les exercices l'air libre. Alors, pour justifier ce qu'on va voir, je commence par donner un exemple. Donc, à la température ambiante typique de 20 degrés, la pression de vapeur saturante de l'eau, elle vaut environ 2400 pascal. Donc, cette pression de vapeur saturante, elle est très faible devant la pression atmosphérique habituelle qui est proche de 10 puissance 5 pascal. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, si on exploite ce qu'on a vu ensemble, le diagramme de phase, ben, ce qu'on devrait avoir, puisque on a de l'eau à 20 degrés, a une pression qui est inférieure à la pression de vapeur saturante de l'eau, et bien dans ce cas-là, ce qu'on devrait avoir, c'est toute l'eau sous forme liquide, puisque encore une fois, la pression est supérieure à la pression de vapeur saturante. On a ici un bar qui est supérieur à la pression de vapeur saturante, bah, par conséquent, toute l'eau devrait être sous forme liquide. Si vous doutez de ce que j'explique, on regarde le diagramme de phase PT. Je peux par exemple prendre ceci, et si on s'intéresse à ce qui se passe à 20 degrés, si on se place à 20 degrés sous un bar, alors il faudrait plutôt que je prenne celui-ci.
Donc 1 bar à 20 degrés, ben, on va être donc ici c'est 0 °C, donc 1 bar 20 degrés, on est ici. Donc si on exploite juste le diagramme de phase PT, ben, vous voyez que, de l'eau à 20 degrés sous pression atmosphérique devrait être en permanence liquide. Alors nous, on sait bien que c'est pas le cas. On sait par exemple que, bah, si vous avez du linge mouillé et que vous le mettez à sécher, bah, toute l'eau qui est contenue dans les fibres du linge va finir au bout d'un certain temps par s'évaporer et donc c'est bien qu'on a une évaporation possible même à 20 degrés. Donc là, on est face à une contradiction qu'on doit lever bien sûr et pour ça, on va déployer ce grand 3. OK, donc je repars de ça. Hem, donc on en déduit que l'eau devrait être uniquement sous forme liquide. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. Or, on constate tous les jours que l'eau a tendance à s'évaporer quand même en cette température ambiante, par exemple quand le linge sèche. En effet, le critère vu dans la partie 2.1 n'est valable que si la phase gazeuse ne contient que de la vapeur d'eau. Maintenant, on n'est plus en présence d'un corps pur seul. Ce critère doit être modifié lorsqu'on s'intéresse à l'équilibre entre l'eau liquide et la vapeur d'eau qui va être mélangée à d'autres gaz, comme l'air, dans notre exemple. On doit introduire la notion de pression partielle parce que maintenant, dans ce cas-là, on va avoir la pression de de la vapeur du corps pur, mais en plus, on va avoir la pression des autres composantes de l'atmosphère. Donc, notre vapeur va contribuer uniquement en partie à la pression, qu'on va avoir pour l'ensemble du gaz. C'est pour ça qu'on parle de pression partielle. Donc la définition, c'est la suivante: la pression partielle d'un constituant I d'un mélange gazeux correspond à la pression qu'on note PI, où I désigne le constituant considéré, qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul l'ensemble du volume qui est offert au mélange. Donc on remarque, bien sûr, la pression partielle est donc toujours inférieure à la pression de l'ensemble du gaz. Je donne un exemple. L'air est un mélange contenant, de manière schématique, 80% de diazote et 20% de dioxygène. Par conséquent, si la pression totale de l'air vaut 1 bar, alors la pression partielle du dioxygène vaut 0,20 bar et celle du diazote vaut 0,80 bar. Là, il y a un point délicat qui est le point le plus délicat de cette vidéo, c'est ce critère de stabilité d'une phase liquide en présence d'une phase gazeuse. Ce point-là, vous devez le comprendre. Pour l'apprendre, donc là, il va y avoir les explications que je vais donner, essayez de vous le réexpliquer et la manière la plus efficace de le travailler, ça va être la recherche de l'exercice, je crois que c'est l'exercice 4. Oui, c'est ça, l'exercice 4 du TD. Mais j'insiste là-dessus, si vous voulez le maîtriser, là malheureusement, il n'y a pas de formule à apprendre et qui permet de se sortir des situations. Là, c'est très important de bien le comprendre et il n'y a pas d'autre choix. Donc on considère un liquide qui est placé, initialement au contact d'une atmosphère inerte, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de réaction, chimique entre notre corps pur et les constituants de l'atmosphère. Ce liquide, il peut s'évaporer totalement ou partiellement. Et la question que l'on se pose, c'est: est-ce qu'il va y avoir évaporation de tout le liquide ou seulement d'une partie de ce liquide? Et bien pour ça, on est obligé de faire une hypothèse. Et la première hypothèse que l'on va faire, c'est que tout le liquide va s'évaporer. Donc par conséquent, si tout le liquide passe à l'état vapeur, alors on va être capable de déterminer, de calculer la pression de la vapeur de ce corps pur, en faisant l'hypothèse que cette vapeur-là se comporte comme un gaz parfait. Et là, on va réexploiter les savoir-faire qu'on a travaillés dans les chapitres précédents. Si on trouve que la pression de la vapeur
du corps pur qui nous intéresse est inférieure à la pression de vapeur saturante, donc cette pression de vapeur saturante, elle est donnée par le diagramme de phase PT, alors tout le fluide est bien sous forme vapeur. Et vous voyez que c'est cette inégalité-là qui nous permet de réexploiter le diagramme de phase PT. Sinon, donc dans l'autre cas, si la pression partielle qu'on a calculée en utilisant la loi d'état des gaz parfaits est supérieure à la pression de vapeur saturante, alors, eh bien dans ce cas-là, puisque la pression partielle ne peut pas être supérieure à la pression de vapeur saturante, donc on revient en arrière sur notre hypothèse, ça va infirmer notre hypothèse, et dans ce cas-là, euh, la pression partielle va être égale à la pression de vapeur saturante, parce que encore une fois, la pression partielle ne peut pas être supérieure à la pression de vapeur saturante. Donc dans ce cas-là, la pression partielle est égale à la pression de vapeur saturante, bien sûr à la température considérée, et le système, bah, c'est un mélange liquide-vapeur à l'équilibre. Et ça, c'est un critère de stabilité. Alors, quelques exemples. Si on considère une bouteille d'eau, donc fermée depuis longtemps, eh bien, dans ce cas-là, la phase gazeuse, elle va contenir de la vapeur d'eau qui va être à la pression de vapeur saturante, à la température, considérée à la température à laquelle l'eau est stockée. Donc ce qui se passe, c'est que visuellement, si on essaie de s'imaginer ce qui va se passer, vous imaginez, vous remplissez une bouteille d'eau. Donc initialement, cette bouteille est vide, vous versez de l'eau et vous allez fermer cette bouteille d'eau. Eh bien, une partie de l'eau à l'état liquide va se vaporiser jusqu'à ce que la pression de la vapeur d'eau corresponde à la pression de vapeur saturante de l'eau à la température considérée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la partie gazeuse est saturée en vapeur d'eau. Donc c'est pour ça qu'on parle de pression en vapeur saturante. Deuxième exemple, si on abandonne en quelque sorte un liquide dans une coupelle à l'air libre, et bien là, ce liquide-là va finir par s'évaporer totalement parce que puisque l'air est en permanence renouvelé, eh bien la pression ne va jamais atteindre la valeur de la pression de vapeur saturante à la température considérée. Au passage, c'est la raison pour laquelle un linge sèche d'autant mieux que l'air est bien renouvelé, autrement dit, qu'il y a bien du vent. Ça veut dire que localement, au-dessus du linge, on enlève, on enlève la couche de vapeur d'eau qu'il y a, et donc on fait chuter la pression partielle en eau. Troisième exemple, à la température donc de 25 degrés Celsius, la pression de vapeur saturante vaut 3,2 kPa. Excusez-moi. Ok, je reprends. Donc à la température de 25 degrés Celsius, la pression de vapeur saturante vaut 3,2 kPa. Alors là, je propose une application numérique. Si on introduit 0,10 mol d'eau liquide, ce qui correspond à une masse de 1,8 g, 1,8 g, ça correspond à 1,8 centilitres, donc environ 2 centilitres. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, par exemple un verre de vin qu'on vous servirait en terrasse, pas lors d'une soirée que vous pouvez faire, c'est environ 12 centilitres. Ok, donc une partie de l'eau va s'évaporer. Donc si toute l'eau s'évapore, eh bien on va pouvoir calculer la pression partielle en eau en faisant l'hypothèse que cette vapeur d'eau se comporte comme un gaz parfait. Donc on exploite la loi d'état des gaz parfaits et on va trouver 2,5 fois 10 puissance 5 pascal. Puisqu'on trouve que la pression partielle en vapeur d'eau est supérieure à la pression en vapeur saturante, puisque ça ce n'est pas possible, eh bien ça veut dire que la pression partielle en vapeur d'eau va être égale à la pression de vapeur saturante, et ça veut dire qu'on va avoir une partie de l'eau qui va se trouver sous forme vapeur et une autre partie qui va se trouver sous forme liquide. Par conséquent, on est capable de déterminer la quantité de matière d'eau qui s'est transformée en vapeur en utilisant la relation
la loi d'état des gaz parfait, mais en prenant pour pression partielle en vapeur d'eau, bah, la pression de vapeur saturante. Donc vous voyez qu'on va être capable de prédire quelle quantité d'eau va se trouver sous forme vapeur et quelle quantité d'eau va se trouver sous forme liquide. Donc j'insiste bien, la partie la plus importante de cette, vidéo, la partie la plus délicate, c'est ceci qui fait l'objet de questions au concours, parce que c'est un bon test pour voir si vous avez compris, ce qui se passe lors des changements d'état. Enfin, troisièmement, degré d'hygrométrie. Alors cette définition du degré d'hygrométrie n'est pas à connaître par cœur, ça c'est un élément culturel et dans les sujets de concours, on vous redonne la définition. On définit le degré d'hygrométrie, noté H, donc c'est pas hydrométrie, c'est hygrométrie, de l'atmosphère, donc par le rapport de la pression partielle de la vapeur d'eau sur la pression de saturation de l'eau. Donc bien sûr, c'est un indice, intéressant sur la quantité de vapeur d'eau, heu, présente dans l'atmosphère considérée. Donc bien sûr, c'est un nombre sans dimension, compris entre 0 et 1, qui va donner la charge en eau d'une atmosphère. La valeur conseillée est comprise entre 0,4 et 0,6. Ça peut éventuellement vous donner, un regard critique sur les valeurs numériques que vous pouvez trouver en faisant des exercices. OK, hem, je vais conclure. Je vais pas débriefer, je veux pas que la vidéo, soit trop longue. Donc je vais résumer ici par le savoir-faire et ça nous fera le débrief de cette séance aussi. Donc à savoir, être capable de lire, d'exploiter un diagramme de phase PT. Encore une fois, quelqu'un qui n'est pas physicien, il regarde ça, ça ne veut rien lui dire. Vous, votre valeur ajoutée, votre formation, elle va vous permettre de lire un diagramme de phase PT. Je vous rappelle que lire, ça signifie, dans l'étymologie, signifie recueillir. Donc vous, il faut que vous soyez capable de recueillir des informations par la lecture d'un diagramme de phase PT. Même chose pour un diagramme de Clapeyron qui présente un petit peu plus d'informations parce qu'il va y avoir les informations qu'on va pouvoir tirer du, de ce qu'on va voir sur le palier de changement d'état. Et ce palier-là, vous pouvez pleinement tirer des informations par la connaissance du théorème des moments, donc qui est une connaissance exigible. Et être capable donc de définir aussi la pression partielle d'un gaz dans une atmosphère inerte. Et sur les savoir-faire, je crois qu'on a tout dit, donc exploiter le diagramme de phase PT, exploiter le diagramme de Clapeyron, et être capable de déterminer la composition d'un mélange liquide-gaz en un point du diagramme de Clapeyron par l'utilisation du théorème de moment. La difficulté des transitions de phase, c'est qu'il y a assez peu de formules, et quand il y a peu de formules, eh bien ça veut dire qu'il y a beaucoup de compréhension. Ça veut dire que vous ne pouvez répondre aux questions qui vous sont posées que que si vous avez bien compris ce qui se passe. Alors l'avantage, c'est que les calculs sont souvent, peu compliqués, mais hem, ça se fait qu'au prix d'une bonne compréhension de ce qui va se passer. Donc travaillez bien les exercices du TD, du chapitre 22, en essayant vraiment de mettre l'accent sur la compréhension. Et si vous avez des questions, encore une fois, vous me les envoyez par mail ou vous me les poserez, en présentiel la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et un bon week-end. Au revoir.